Gabriel Morel déteste Noël. C'est presque devenu une blague au siège de son entreprise à Paris. Chaque mois de novembre, quand les équipes marketing parlent de « campagne de fin d'année », son visage se ferme, sa mâchoire se crispe, et quelqu'un finit toujours par murmurer « Attention, on entre en terrain miné avec le boss ». À 40 ans, PDG d'une entreprise de logistique en pleine croissance, Gabriel a l'image du dirigeant brillant, exigeant, un peu trop sérieux. Mais ceux qui travaillent avec lui depuis longtemps savent que ce n'est pas seulement du sérieux, c'est une manière de tenir à distance quelque chose qui fait trop mal. Noël. 3 ans plus tôt, dans la nuit glaciale du 24 décembre, il a perdu Claire, sa femme. Accident de voiture sur une route verglacée en revenant du réveillon chez ses parents, dans la petite ville alsacienne où il a grandi. Depuis, les guirlandes lumineuses, les chants dans les rues, les marchés de Noël, tout cela lui donne la sensation d'étouffer. Cette année, pourtant, il a promis à ses parents de revenir quelques jours avec Anna, sa fille de 8 ans. Le TGV quitte Paris sous un ciel bas et gris pour filer vers l'est. Anna, le front collé à la vitre, regarde défiler les paysages avec le sérieux des enfants qui ont déjà vu trop de choses pour leur âge. Elle tripote nerveusement le bracelet en ficelle rouge que sa mère lui avait fait un été au bord de l'océan. « Tu crois qu'il y aura de la neige chez papy et mamie ?» demande-t-elle soudain. Gabriel ferme son ordinateur, surpris par le son de sa voix. « Peut être, répond-il. En Alsace, en décembre, tout est possible. » Elle hésite. « Et il y aura des décorations ?» Il sent son estomac se nouer. Évidemment qu'il y en aura. Dans cette ville, Noël est presque une seconde religion. Marché, vin chaud, illumination sur les façades à colombages. Toute son enfance est faite de ses souvenirs. « Oui, sûrement, dit-il, la voix un peu trop plate. Mais tu n'es pas obligé d'y aller si tu ne veux pas. On peut rester à la maison avec papy et mamie. » Anna baisse les yeux. « Moi, j'aimerais bien voir. » Il se tait. Il ne sait plus très bien où s'arrête sa douleur et où commence le droit de sa fille à avoir des souvenirs heureux. Quand ils arrivent, en fin d'après-midi, la petite ville est déjà plongée dans une pénombre dorée. Les guirlandes s'allument une à une dans les rues. Les odeurs de cannelle et de chocolat chaud flottent dans l'air. Gabriel serre la main d'Anna un peu plus fort, en traversant la place centrale où trône un immense sapin décoré. « Regarde !» s'exclame Anna, les yeux brillants. « Il est énorme !» Il hoche la tête sans le regarder vraiment. Ses parents les accueillent avec des embrassades, une chaleur un peu maladroite. Ils savent, eux aussi, que cette période est un champ de mines. « On est content que tu sois venue, ma chérie », murmure la grand-mère d'Anna en la serrant contre elle. Gabriel se réfugie dans la cuisine avec son père pour porter les valises. « La ville t'a manqué ?» demande le vieil homme. « Je viens pour Anna, pas pour le vin chaud et les chants de Noël, » répond-il sèchement. Son père le regarde en silence, puis soupire. « Tu sais, le problème, ce n'est pas Noël, c'est ce que tu lui colles dessus. » Gabriel se détourne, agacé. Il n'a pas envie d'avoir cette conversation. Pas maintenant. Peut être jamais. Le lendemain matin, alors qu'il pense pouvoir au moins échapper à l'ambiance de fête en déposant Anna à l'école, il découvre que même là, Noël l'attend. Une affiche colorée est collée à la porte de l'école primaire. Atelier de Noël. Spectacle des enfants. Venez nombreux. Gabriel sent sa poitrine se serrer. Anna lit l'affiche en silence. « C'est obligatoire, le spectacle ?» demande-t-il un peu trop brusquement à la dame de l'accueil. Elle le regarde, interloquée. « Eh bien, normalement tous les enfants participent, ça fait partie du projet pédagogique. Vous pouvez en parler avec l'enseignante, si vous voulez. » Il serre les dents. « Oui, je crois que je vais faire ça. » L'enseignante en question s'appelle Élise Martin.
Elle a 34 ans, une silhouette fine toujours un peu couverte de paillettes ou de peinture, des cheveux châtains attachés en chignon vite fait, d'où s'échappent quelques mèches indociles, et des yeux noisettes qui semblent sourire avant même que ses lèvres ne le fassent. Élise adore Noël. Pas seulement pour les lumières et les cadeaux, elle n'a jamais eu un budget très confortable, de toute façon. Mais pour cette façon qu'a le mois de décembre de transformer les rues, de faire parler les voisins, de mettre des étoiles dans les yeux de son fils de 6 ans, Léo. Elle est professeure remplaçante en arts plastiques à l'école et, pendant la période de l'Avent, elle anime aussi un petit atelier de création de décorations de Noël au marché de la ville. Elle a besoin des deux pour payer le loyer de leur appartement et les frais du quotidien, surtout depuis que le père de Léo a déménagé à Lyon avec sa nouvelle compagne et que les pensions arrivent quand elles arrivent. Ce matin-là, Élise est occupée à accrocher des guirlandes en papier faites par les enfants quand la directrice frappe à la porte de sa classe. « Élise, excuse-moi de te déranger. Le papa d'Anna Morel voudrait te parler du spectacle. » Élise repose le rouleau de scotch, se tourne vers la porte et découvre un homme qu'elle n'a encore jamais vu ici. Grand, brun, élégant dans un manteau sombre qui détonne un peu parmi les parkas fatigués des autres parents. Ses traits sont marqués par quelque chose de plus que la fatigue, une dureté familière à ceux qui ont traversé un deuil. « Bonjour », dit-elle, en s'avançant avec un sourire professionnel. « Je suis Élise Martin. Je m'occupe des ateliers de Noël et du spectacle cette année. »« Gabriel Morel », répond-il en serrant sa main brièvement. « Le père d'Anna. J'aimerais parler de... ça. » Il désigne du menton, l'affiche colorée punaisée au mur. Élise penche légèrement la tête. « Le spectacle ? Oui. Je préférerais qu'Anna ne participe pas. » Elle fronce les sourcils, sans perdre son calme. « Vous savez, ce n'est pas juste une chorégraphie pour faire joli devant les parents. On travaille dessus depuis des semaines. Les enfants préparent des décorations, répètent des chansons, apprennent à gérer le trac. Ça les aide beaucoup. Ils croisent les bras. Je comprends. Mais pour nous, Noël, c'est compliqué. Je ne veux pas qu'on la force. » Le mot « force » pique un peu. « Personne ne la force », répond Élise doucement. Elle a l'air d'aimer participer. Elle chantait à tue-tête hier pendant la répétition. Gabriel cligne des yeux, pris de court. Elle chantait ? Élise hoche la tête. Oui. Elle a une très jolie voix d'ailleurs. Je peux lui demander, si vous voulez. Mais je crois qu'elle serait triste de ne pas être avec ses camarades sur scène. Il y a un silence. On entend les enfants dans la cour, leur rire qui monte jusqu'aux fenêtres. Gabriel regarde le sol, visiblement partagé. C'est juste que, il s'interrompt, il ne veut pas se mettre à raconter sa vie à une inconnue. Disons que cette période n'a pas de bons souvenirs pour nous. Élise perçoit la fausse note, la douleur derrière la phrase. Elle ne creuse pas. « Je comprends », dit-elle simplement. « On peut essayer de faire en sorte que ce soit plus doux, cette année. Si Anna se sent mal à tout moment, je serai là. Je lui donnerai la possibilité de se retirer. Mais lui interdire d'essayer, c'est peu. Être lui retirer aussi l'occasion de se créer de nouveaux souvenirs. Vous ne croyez pas ? » Il relève la tête vers elle, surpris par la douceur ferme de ses mots. Ses yeux noisettes le regardent droit, sans jugement. Gabriel hésite encore, puis souffle. « D'accord, on fait comme ça. Mais vous gardez un œil sur elle, d'accord ?» Un coin des lèvres d'Élise se relève. « Je garde toujours un œil sur mes élèves. » Il acquiesce, un peu déstabilisé, puis prend congé. Ce n'est que plus tard, en sortant de l'école après sa journée de travail, qu'Élise comprend pourquoi il l'a marsée. Elle aperçoit Anna et son père à quelques mètres. La petite saute dans les flaques en riant, tandis que Gabriel lui tend un parapluie avec un geste mécanique. L'enfant s'arrête, redresse la tête vers le grand sapin illuminé sur la place
et dit quelque chose que l'enseignante n'entend pas. Gabriel se fige. Son visage se ferme d'un coup, comme si les lumières du sapin l'aveuglaient. Il détourne le regard, presse le pas. Élise frissonne, malgré son écharpe. Elle se demande ce qui a pu marquer Noël au fer rouge dans la vie de cet homme. Ils se recroisent 2 jours plus tard, au marché de Noël. La place, bordée de maisons à colombages, est envahie de chalets en bois. Des guirlandes scintillent au-dessus des têtes, les odeurs de bredelles sortent des stands, le carrousel tourne au son d'une musique un peu kitsch. Élise est derrière son petit chalet, les mains couvertes de colle pailletée, en train d'aider un groupe d'enfants à terminer des boules de Noël personnalisées. « Léo, fais attention avec la peinture », lance-t-elle, alors que son fils tente clairement de transformer son t-shirt en œuvre d'art. « Mais maman, c'est plus joli comme ça. » Elle rit, secoue la tête. Son regard glisse alors vers la file d'enfants qui attendent près du carrousel, et elle reconnaît la silhouette d'Anna, serrant un ticket dans sa main. À quelques pas derrière elle, Gabriel, les mains dans les poches, l'air aussi à l'aise qu'un chat dans un bain. « Anna !» La petite se retourne. « Maîtresse, Élise !» Élise lui fait signe en souriant. Anna, ravie, court vers le chalet. D'abord, en oubliant temporairement le carrousel. « Regarde ce qu'on fait !» s'enthousiasme-t-elle. Gabriel la suit, un peu contraint, s'excusant entre les passants pour ne pas la perdre de vue. « Bonjour !» dit Élise, essuyant ses mains sur un torchon. « On dirait que vous avez survécu à l'école cette semaine. » Anna éclate de rire. Gabriel esquisse un sourire malgré lui. « C'est donc vous, l'atelier de Noël dont tout le monde parle ?» dit-il. Elle hausse les épaules. « On essaye de mettre un peu de magie à portée de main. Vous voulez faire une boule vous aussi ?» Il lève les mains, comme si elle venait de braquer sur lui un pistolet. « Oh non, merci. Je suis pas très manuel. »« Ça se soigne, ça, » répond Élise, les yeux pétillants. Anna tire sur la manche de son père. « S'il te plaît, papa, viens faire une boule avec moi. » Il croise son regard à elle, agrandi par l'espoir. C'est si rare, ces étincelles-là, qu'il n'a pas le courage de dire non. « D'accord, c'est bon, » capitule-t-il. « Mais tu n'as pas le droit de te moquer si c'est raté. » Promis. Élise les installe à la table, leur donne des boules en plastique transparent, des paillettes, des rubans. Gabriel reste d'abord raide, ne sachant pas par quel bout prendre la chose. Puis, presque malgré lui, il se laisse entraîner par les instructions enthousiastes d'Anna. « Tu vois, là, on met un peu de colle. Pas trop, sinon ça dégouline. Après on met les paillettes et on secoue. » Élise observe la scène en coin. Il y a une raideur dans les gestes de l'homme, mais aussi une attention intense, presque douloureuse, pour chacune des réactions de sa fille. À un moment, Anna lève la tête. « Tu te souviens, maman, elle adorait les boules avec de la neige dedans. On pourrait en faire une comme ça ?» Le silence tombe soudain dans le petit chalet. Élise sent les mots comme un courant d'air froid. Gabriel se fige. D'un coup, son regard se voile. « Anna ?» La petite comprend alors qu'elle a touché un endroit sensible. « Pardon, papa », murmure-t-elle. Il secoue la tête, tente de sourire. « Non, ce n'est pas grave. On peut en faire une, oui. Maman aurait aimé ça. » Élise, discrètement, leur tend de la fausse neige, comme si de rien n'était. Elle ne pose pas de questions. Simplement, elle fait de la place sur la table. Plus tard, alors qu'Anna repart en trottinant vers le carrousel, serrant fièrement sa boule de Noël dans les mains, Gabriel se tourne vers Élise. « Merci pour, tout à l'heure, » murmure-t-il, « de ne pas avoir essayé de réparer. » Elle incline la tête, doucement. « Parfois, c'est bien de laisser les choses être justes, ce qu'elles sont, pendant un moment. » Son regard croise le sien, et Gabriel a le bref sentiment de se tenir au bord d'une falaise. Une impression de vertige,
de peur, et en même temps, la promesse d'un paysage plus vaste, si seulement il acceptait de regarder. Mais il détourne les yeux, trop vite. « Bon, merci pour l'atelier. Revenez quand vous voulez, » répond-elle, même si elle n'est pas sûre qu'il reviendra. Elle se trompe. Les jours suivants, Anna et Léo deviennent inséparables à l'école. Léo a dit qu'il avait fait le plus grand bonhomme de neige de la cour, raconte Anna à son père au dîner. Et toi? Moi, j'ai fait le plus beau, même s'il était plus petit. La maîtresse Élise a dit que la taille ne fait pas tout. Gabriel sourit malgré lui. Elle a toujours des phrases comme ça, ta maîtresse? Oui, répond Anna avec une certitude absolue. Elle connaît beaucoup de choses sur Noël. Un soir, en récupérant sa fille, Gabriel trouve l'école sens dessus-dessous. Des cartons partout, des décors, des costumes. La directrice lui explique, un peu débordée, « On répète dans la salle polyvalente, mais on manque de bras pour le montage. Si vous avez un peu de temps. » Il s'apprête à refuser machinalement, il a des mails à traiter, une visioconférence prévue, puis le regard suppliant d'Anna le cloue sur place. « Tu peux rester, papa, juste un peu ?» Il soupire. « D'accord, un peu. » C'est ainsi que Gabriel se retrouve à tenir une échelle, pendant qu'Élise essaie d'accrocher des étoiles en carton au plafond. Un peu plus à gauche, indique TL, les cheveux lui tombant devant le visage. « Si je bouge encore, on va finir par percer le plafond, » répond-il. Elle rit. « Vous êtes toujours aussi dramatique ? Je suis PDG. On dramatise, pour anticiper les risques. » Elle se tourne vers lui, surprise. « PDG ? De quoi ? » ? D'une entreprise de logistique. On gère surtout des flottes de camions, des entrepôts, rien de très poétique. Tout dépend du point de vue, réplique-t-elle. Elle. Vous faites arriver des colis, des cadeaux, des choses attendues. C'est un peu de la magie moderne, non? Il hausse les épaules. La magie, ce sont les algorithmes et les chauffeurs qui se lèvent à 4 heures du matin. Et vous vous levez à quelle heure? Trop tôt, et je me couche trop tard. Elle termine d'accrocher l'étoile, descend de l'échelle, et se plante devant lui, les mains sur les hanches. Alors il serait être temps de laisser d'autres choses exister entre les deux, non? Il la regarde, un peu désemparé. Comme quoi, elle désigne la salle, où les enfants courent partout, où des bouts de papier multicolores jonchent le sol, où des parents essaient de suivre des consignes contradictoires. Comme ça. Le chaos joyeux. Les projets qui ne rapportent rien, sauf des sourires. Il suit son geste, observe Anna qui inlassablement répète la même phrase de son rôle, Léo qui fait semblant de tomber pour faire rire les autres, les mamans qui échangent des recettes de bredelles. Quelque chose se détend, très légèrement, dans sa poitrine. Les jours passent, rythmés par les répétitions, le marché, les allers-retours entre la maison de ses parents et l'école. Gabriel, sans s'en rendre compte, s'installe dans une routine qu'il n'a pas connue depuis longtemps. Se lever, préparer le petit déjeuner avec sa mère, accompagner Anna, puis travailler quelques heures à distance avant de retourner chercher sa fille. Souvent, il retrouve Élise dans la cour, les joues rouges de froid, tenant un thermos. « Café ?» lui propose-t-elle un matin. « Vous êtes au courant que corrompre un parent avec de la caféine n'est pas très pédagogique ? » Oh si, c'est au contraire très pédagogique. Un parent réveillé est un parent qui se plaint moins, réplique-t-elle. Ils se mettent à parler un peu plus, chaque jour, de l'école, de la ville, de la difficulté d'élever un enfant seul. Un soir, alors qu'ils rangent ensemble des cartons de décor, la question glisse, presque naturellement. « Le père d'Anna ?» commence Élise, puis elle s'interrompt, consciente d'avoir être été trop directe. Gabriel prend une inspiration, fixe le ruban qu'il est en train d'enrouler. « Elle n'a plus de mère », corrige-t-il doucement. « Claire est morte il y a 3 ans. Accident. »
Élise sent un pincement dans la poitrine. « Je suis désolée, murmure-t-elle. Il hausse une épaule. « Moi aussi. » Il n'a pas l'air offensé par sa question. Au contraire, c'est comme s'il se reposait un peu en prononçant ces mots. « Et Léo » demande-t-il, pour détourner l'attention. Elle sourit tristement. Léo a un père, vivant, quelque part entre Lyon et les Alpes. Mais disons qu'il est très doué pour disparaître quand il s'agit de responsabilité. Il ne vient jamais le voir, parfois, quand ça l'arrange. Je ne veux pas empêcher Léo de le voir, mais je ne peux pas, non plus, promettre à mon fils ce que son père ne tiendra pas. Elle serre les dents, puis se reprend. Bref, on fait comme on peut. Et Noël, ça m'aide. Ça donne un cadre, un rendez-vous, une lumière au bout du tunnel de novembre. Il la regarde, intriguée. Même en sachant que ça peut faire mal, elle hausse les épaules. Tout peut faire mal. Une chanson, un parfum, un silence. La solution, ce n'est pas d'éteindre toutes les lumières, non. Ces paroles restent en lui longtemps après qu'il est rentré. Une semaine avant le spectacle, Anna vient le trouver dans le salon de ses parents, où il est penché sur un tableau Excel. « Papa ?»« Oui ?» La maîtresse Élise. Elle a dit que ce serait bien si des parents venaient aider pour le grand sapin de la cour de l'école. On va mettre des décorations avec les prénoms des enfants. Tu pourrais venir ? Le réflexe de Gabriel est de dire « Non, j'ai du travail ». Mais il voit le regard d'Anna, cet espoir fragile, et les mots se coincent dans sa gorge. Quand ? Samedi matin. Après, on pourrait aller au marché de Noël avec Léo et sa maman. Il avale sa salive, secoue la tête comme s'il essayait de chasser un mauvais rêve. D'accord, samedi. Le samedi donc, il se retrouve à côté d'Élise, sous le grand sapin de la cour, un chapeau ridicule sur la tête. Les enfants ont insisté pour que les adultes portent des bonnets de Père Noël ou des serre-têtes à bois de renne. Il a obtenu un compromis, un bonnet simple, sans clochette. « Vous allez voir », dit Élise en déballant les cartons de décoration, « c'est thérapeutique. » « Je ne savais pas que la thérapie passait par des guirlandes, » marmonne-t-il. « Oh, vous seriez surpris. Les parents accrochent des boules personnalisées, des étoiles en sel doré, des petits cœurs où sont écrits des prénoms. » Anna insiste pour grimper sur l'échelle. « Je veux mettre la nôtre tout en haut. »« C'est un peu haut quand même, » proteste Gabriel. « Je la tiens, » intervient Élise. Elle se place derrière la petite, une main ferme sur son dos, l'autre tenant l'échelle. « Tu ne bouges pas trop, d'accord ?» Anna hoche la tête, concentrée. Gabriel les regarde, le cœur serré. Il se souvient d'autres mains tenant son enfant, d'un autre sourire encourageant. Quand la boule est enfin accrochée, Anna descend avec un grand sourire. « Tu as vu, papa ? On est tout en haut. » Il la prend brièvement dans ses bras, respire l'odeur de ses cheveux. « Oui, je vois. » Pendant qu'il range, Élise reçoit un coup de téléphone. Elle s'éloigne un peu, mais Gabriel entend malgré lui quelques bribes de la conversation. « Oui, je comprends. Mais, d'accord, bon courage alors. » Quand elle revient, elle a perdu un peu de sa lumière habituelle. « Tout va bien ?» demande-t-il. Elle esquisse un sourire forcé. Le propriétaire de mon local au marché pense augmenter le loyer l'année prochaine. Il hésite même à garder les petits stands d'artisans. Il préfère les grandes marques, ça rapporte plus. Elle essaie de dire cela sur le ton de l'anecdote, mais il y a de l'inquiétude dans sa voix. Et ça te met en danger ? Disons que mon atelier de Noël, c'est un gros morceau de mon revenu de décembre. Sans ça, je devrais trouver autre chose. Mais bon, on a déjà survécu à pire, Léo et moi. Elle hausse les épaules, comme pour chasser le nuage. Gabriel reste pensif. Une idée germe déjà dans un coin de sa tête. Son entreprise cherche des initiatives locales à soutenir pour améliorer son image. Il pourrait,
Mais aussitôt, il se braque. Noël, le marché, tout ce qu'il fuit. S'impliquer, ce serait accepter que cette période existe encore pour lui. La bataille commence, silencieuse, en lui. À Paris, le conseil d'administration est très clair. Il faut réduire les coûts. La conjoncture est instable et les investisseurs réclament des garanties. En visioconférence, une semaine avant Noël, Gabriel écoute les chiffres, les courbes, les projections, les recommandations. Et parmi ces recommandations, on propose de couper certaines dépenses marketing non essentielles, notamment les partenariats locaux avec les marchés de Noël. Ça ne rapporte pas grand-chose, en termes de retour direct. Le mot « Noël » résonne dans le haut-parleur de son ordinateur, même à des centaines de kilomètres de la salle de réunion. « Coupé », dit-il, la voix sèche. Un cadre dans le coin de l'écran hoche la tête, soulagé d'obtenir une décision si rapidement. Très bien, on met fin au sponsoring du marché de la ville de... Il regarde sa liste. De Bergheim. Bergheim. Sa ville. Pendant un instant, Gabriel hésite. Il pense aux lumières, au chalet, à l'atelier d'Élise. Puis une part plus dure de lui-même murmure. Moins de Noël, moins de rappels, moins de symboles à fuir. Oui, coupé, répète-t-il. La décision est actée. Il ne pense pas immédiatement à toutes les conséquences. C'est seulement en sortant de chez ses parents pour aller chercher Anna à l'école, cet après-midi-là, qu'il voit l'affiche nouvellement collée près de la mairie. Le marché de Noël cherche un nouveau partenaire suite au désengagement de son sponsor principal. Son logo à lui, celui de son entreprise, est déjà enlevé de l'affiche d'à côté. Il ressent un pincement, vite refoulé. À l'école, l'effervescence est à son comble. C'est le dernier filage avant le spectacle du lendemain. Les enfants sont excités, les enseignants fatigués, les parents un peu stressés. Après la répétition, Élise appelle Gabriel et quelques autres parents pour discuter de l'organisation. Elle a l'air plus tendue que d'habitude. « On vient d'apprendre que le marché risque de fermer plus tôt que prévu cette année », explique-t-elle. « Sans sponsor, la mairie ne peut pas tout financer. Certains petits stands vont devoir réduire leurs horaires ou fermer. »« Le tien ?» demande Gabriel. Elle esquisse un sourire sans joie. « Oui, le mien, en premier, et d'autres. » Il ressent un coup de poing dans le ventre. C'était, quel sponsor, avant, une entreprise de logistique basée à Paris. Ça vous parle peu, être. Son regard se pose sur lui au moment où elle prononce ces mots. Elle n'est pas naïve. Elle a lu des articles sur cet entrepreneur local devenu patron national. Elle a vu le logo sur les camionnettes qui traversent la ville. Gabriel ouvre la bouche, la referme. « C'est vous ?» demande-t-elle, sans agressivité, mais avec une blessure perceptible. Il inspire profondément. « Oui, c'est mon entreprise. J'ai validé la décision ce matin. » Un silence lourd tombe entre eux. « Je vois, » dit-elle simplement. « Ce n'est pas contre toi, ou le marché en soi, » se défend-il maladroitement. « On doit réduire les coûts, la conjoncture. »« Oui, je comprends, » répond-elle. « Vous êtes PDG. Vous devez penser en colonne de chiffres, pas en boule de Noël. Le ton n'est pas méchant, mais il est tranchant. Ce n'est pas si simple, proteste-t-il. Non, ce n'est jamais simple. Mais parfois, derrière un logo sur une affiche, il y a des vies qui se réorganisent. Elle se détourne pour aider un enfant à nouer son costume, mettant fin à la conversation. Gabriel reste planté là, le sentiment d'avoir été démasqué. Le lendemain, jour du spectacle, la tension est encore plus palpable. Les enfants, eux, ne pensent qu'à leur rôle, à leur réplique, à leur costume qui gratte un peu. Anna, habillée en étoile, rayonne. « Tu viendras, hein, papa ? Tu seras dans le public ? » « Bien sûr, » répond-il. Il s'installe sur une chaise au fond de la salle polyvalente,
ses parents de chaque côté. La lumière se tamise, la musique commence. Les enfants chantent, récitent, dansent. Le décor est fait de carton et de paillettes, mais c'est magnifique. Quand vient le tour d'Anna, elle s'avance au micro pour dire sa phrase. Noël, ce n'est pas seulement les cadeaux, c'est les gens qui sont là avec nous, même ceux qu'on ne voit plus, mais qu'on garde dans notre cœur. La phrase, qu'elle a répétée des dizaines de fois à la maison, prend soudain une autre dimension. Les yeux de Gabriel se remplissent de larmes qu'il refuse de laisser couler. Élise, sur le côté de la scène, observe la salle. Son regard croise celui de Gabriel un instant. Elle y lit une vulnérabilité qu'elle n'avait encore jamais vue. Après le spectacle, la cour se remplit de parents fiers, d'enfants surexcités, de photos prises sous le grand sapin. Élise félicite chaque élève, distribue des compliments, des sourires. Quand Gabriel s'approche avec Anna, il cherche ses mots. Le spectacle était « Ils se sont dépassés », l'interrompt-elle. « Ils ont travaillé dur. » Oui, et c'est grâce à vous. Elle esquisse un geste de la main, comme pour minimiser. C'est grâce à eux, surtout. Anna serre la main de son père. On va au marché avec Léo et sa maman, comme tu as promis? Gabriel jette un coup d'œil à Élise. Elle le regarde, neutre. Si vous voulez venir, vous pouvez, dit-elle poliment. Oui, on vient, répond Anna à la place de son père. Ils se retrouvent tous les quatre à marcher vers la place. Les enfants courent devant, se tenant par la main. Au marché, pourtant, l'ambiance est différente. Quelques chalets sont déjà fermés, d'autres ont des panneaux horaires réduits. Le stand d'Élise est ouvert, mais moins fréquenté qu'avant. Il y a moins de monde, remarque Anna. Oui, répond Léo. Maman dit que c'est parce que le sponsor est parti. Gabriel sent ses joues chauffer. Il s'arrête devant le chalet. On peut faire une autre boule? Demande Léo. Bien sûr, tant que j'ai encore de quoi en faire, répond Élise avec un sourire qui sonne un peu faux. Les enfants s'installent. Gabriel reste en retrait, mal à l'aise. C'est là qu'il voit arriver une femme élégante, la quarantaine, manteau chic, bottes parfaitement cirées. Élodie, sa directrice financière, de passage en Alsace, pour visiter un entrepôt voisin. Gabriel, quelle surprise de te voir ici. Élodie, qu'est-ce que tu fais là? Je venais vérifier les chiffres de notre dépôt régional. D'ailleurs, en parlant de ça, elle baisse la voix, mais reste audible pour qui se tient suffisamment près. On devra sûrement envisager de réduire aussi la voilure ici. Ce dépôt n'est pas assez rentable. On en reparle après les fêtes, d'accord? On tourne la page sur cette région, petit à petit. On va voir, répond-il, le regard fuyant. De toute façon, tu as fait le bon choix pour le sponsoring. Noël, c'est sympa. Mais ce n'est pas ça qui fera grimper le cours de nos actions, conclut-elle avec un petit rire. À quelques mètres, Élise a entendu l'essentiel. Son dos se raidit. Elle comprend alors que ce désengagement n'est pas un accident lointain, une décision anonyme. C'est lui, l'homme qui tient la main de sa fille au pied du sapin de l'école, est le même qui ferme doucement les robinets d'oxygène de sa petite entreprise saisonnière. Elle finit la boule d'un élève, puis murmure à Léo, « Mon cœur, on va fermer un peu plus tôt aujourd'hui, d'accord? Tu peux aller dire au revoir à Anna. » Léo la regarde, surpris. « On ne va pas au carrousel? » « Pas aujourd'hui. » Il obéit, va dire au revoir à son ami. Gabriel s'approche du chalet. « Tout va bien? » « Oui, » répond-elle, la voix étrangement lisse. « Tout va très bien. Je vais juste m'adapter. Encore. » Il sent le reproche implicite. « Élise, je... » Elle l'interrompt, posant une boule de Noël dans une boîte. « Vous n'avez pas à vous justifier, Gabriel. Vous faites ce que vous avez à faire. Ce n'est pas aussi simple. » Elle relève les yeux, cette fois franchement blessée. « Vous savez ce qu'il y a de pire, pour moi? Ce n'est pas que vous ayez coupé le financement,
Je comprends les contraintes. C'est que vous puissiez passer ici, regarder ces enfants, voir ce que ça représente pour eux, et quand même vous dire que ce n'est qu'une ligne dans un tableau Excel. Il encaisse le coup. Ce n'est pas que ça, proteste-t-il. Alors qu'est-ce que c'est? Il ouvre la bouche, mais les mots restent coincés. Au même moment, Anna tire sur sa manche. « Papa, on va au carrousel ?» Il se raccroche à cet échappatoire. « Oui, allons-y. » Il jette un dernier regard à Élise. « On en reparlera? Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore quelque chose à dire, » répond-elle doucement. Le soir, de retour chez ses parents, l'air semble plus lourd. Sa mère lui glisse, en rangeant la vaisselle. « Tu sais, Gabriel, parfois tu te caches tellement derrière ton travail qu'on ne sait plus où tu es vraiment. » Il lui rétorque quelque chose de sec. Elle se tait. La tension atteint son paroxysme 2 jours plus tard. Il neige sur la ville, une neige fine qui colle au pavé. Anna, silencieuse depuis le matin, traîne dans la maison. « Tu ne veux pas aller à l'école aujourd'hui ?» demande sa grand-mère. « Je suis fatiguée, » répond-elle. Gabriel est dans le salon, en conférence, mais l'oreille tendue. Plus tard, alors qu'il termine une réunion, il réalise que la maison est trop silencieuse. « Anna ?» appelle-t-il. Pas de réponse. Il fait le tour des pièces. Rien. La chambre est vide, le manteau rouge d'Anna n'est plus sur le porte-manteau. « Maman, tu as vu Anna? Elle était là il y a une demi-heure. Je croyais qu'elle était avec toi. » Un frisson glacial lui parcourt l'échine. La porte d'entrée est mal fermée. Dehors, la neige continue de tomber. Dans la tête de Gabriel, les images se bousculent. Une route verglacée, des gyrophares, un téléphone qui sonne en pleine nuit. « Elle est sortie, » murmure-t-il, la voix blanche. « Elle ne doit pas être loin, » rassure son père, déjà prêt à enfiler son manteau. « On va la chercher. »« Je vais à la place, » dit Gabriel. Elle adore le carrousel. Il sort en courant, sans écharpe, le cœur battant à tout rompre. La ville, sous la neige, semble irréelle. Les lumières du marché de Noël forment un halo devant lui. Arrivé sur la place, il scrute chaque visage, chaque silhouette enfantine. « Anna !» appelle-t-il, la voix brisée. Pas de réponse. Il fait le tour du marché, questionne les commerçants. Personne ne l'a vu. À bout de souffle, il s'arrête près du chalet désormais fermé d'Élise. Tout est sombre. Le panneau fermé pendouille tristement. « Gabriel ?» Il se retourne. Élise se tient là, un sac de course à la main, surprise de le voir dans cet état. « Anna !» lâche-t-il. « Je ne la trouve plus. Elle est partie. Je ne sais pas où. » Son visage pâlit. « Tu as regardé près du carrousel ?»« Oui, partout. » Elle réfléchit à toute vitesse. « Et l'église? Elle aime les crèches? Je ne sais pas. » Où va une petite fille qui a quelque chose sur le cœur, un jour de neige, quand elle a entendu son père se disputer avec la dame qui organise Noël? Elle mord sa lèvre, puis soudain, elle comprend. Le grand sapin de l'école, souffle-t-elle. C'est là qu'elle se sent en sécurité. L'école est fermée. La cour reste accessible par la petite porte de derrière quand ils installent les décorations. Sans réfléchir, ils se mettent à courir dans la rue, côte à côte. La neige leur fouette le visage, le froid leur brûle les poumons. Arrivés devant l'école, ils contournent le bâtiment. La petite porte est effectivement entr'ouverte. Dans la cour, sous le grand sapin illuminé, une petite silhouette est assise sur un banc, les bras autour des genoux. Anna. À côté d'elle, Léo. « Anna !» Gabriel se précipite, tombe à genoux devant sa fille. « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as fait une peur. » Les mots se brisent dans sa gorge. Anna le regarde, les yeux pleins de larmes. « Je suis venue parler au sapin, » murmure-t-elle. Il cligne des yeux, désemparé.
Parler au sapin? À maman, corrige Tétel. Parce qu'à Noël, tu ne veux jamais qu'on parle d'elle. Tu veux qu'on fasse comme si elle n'avait jamais existé. Mais moi, je veux lui dire que je pense encore à elle, et que j'aimerais que tu n'ailles plus peur. Le monde se fige autour de Gabriel. Les lumières, la neige, le froid, tout devient lointain. Anna, il sent une main se poser sur son épaule. Élise, on est là, Gabriel, dit-elle doucement. Léo, lui, se serre contre sa mère. On n'est pas fâché contre toi, papa, continue Anna. Mais moi, j'aime bien Noël. Et maman aussi, elle aimait ça. Alors pourquoi on n'a plus le droit? Les sanglots qui montent ne peuvent plus être retenus. Gabriel se laisse aller, enfin, devant sa fille, devant ses 2 enfants, devant Élise. Je ne voulais pas t'enlever, Noël, murmure-t-il. J'essayais juste de survivre. Chaque guirlande, chaque chanson me rappelait la nuit où elle n'est pas rentrée. Je croyais que si j'éteignais tout, ça ferait moins mal. Anna renifle. Mais ça fait mal quand même. Il acquiesce, les yeux rouges. Oui, ça fait mal quand même. Et je vois que ça te fait mal à toi aussi. Élise s'accroupit à côté d'eux. Tu sais, Anna, chuchote-t-elle, on peut aimer quelqu'un qui n'est plus là et quand même rire, chanter, faire des boules de Noël. Ça ne veut pas dire qu'on les oublie. Au contraire, ça veut dire qu'on leur laisse une place, différente, mais là. La petite regarde son père. On pourrait faire un Noël pour maman, avec une bougie pour elle? Moudieya. Aniarotu. Tongaro tungarotu. Gabriel ferme les yeux. Quand il les rouvre, il y a une décision nouvelle dans son regard. Oui, dit-il, on va faire ça. Il se tourne vers Élise. Je suis désolé. Pour le marché, pour tout. Elle secoue la tête. On parlera de ça plus tard. D'abord, on rentre tout le monde au chaud. Ils quittent la cour, les enfants entre eux. Dans la rue, sous la neige qui continue de tomber, Gabriel marche à côté d'Élise sans parler. Mais il sait déjà que quelque chose s'est fissuré à l'intérieur de lui. Peut être que la lumière de Noël n'est pas l'ennemi. Peut être que c'est juste trop éblouissant quand on a vécu trop longtemps dans le noir. Le lendemain matin, Gabriel est debout avant tout le monde. Il descend dans la cuisine de ses parents, prend un café, puis ouvre son ordinateur. Il envoie un message à son assistante. Urgent. Convoquer un comité exceptionnel cet après-midi. Sujet. Partenariats locaux et stratégie d'entreprise à impact. Au conseil, quelques heures plus tard, les visages apparaissent sur l'écran, surpris de cette réunion soudaine. « J'ai réfléchi », commence-t-il. On entend un léger rire incrédule, puis le silence. Concernant nos partenariats locaux avec les marchés de Noël, j'ai validé trop vite des coupes budgétaires sans mesurer l'impact, pas seulement en termes d'image, mais en termes humains. Notre entreprise est née ici, dans une petite ville de l'Est. Nos premiers clients, c'étaient des commerçants, des artisans, des marchés comme celui qu'on abandonne aujourd'hui. Je refuse de leur tourner le dos. Un directeur financier intervient. « Gabriel, je comprends la dimension symbolique, mais les chiffres sont importants, coupe Gabriel. Mais ils ne sont pas tout. Je propose qu'on maintienne, et même qu'on renforce, notre soutien au marché de Bergheim cette année en transformant le partenariat. Une part ira au financement du marché, une autre à des ateliers gratuits pour les enfants et les familles. Et on communiquera dessus non pas comme une opération marketing, mais comme un retour aux sources, un engagement local. » Élodie fronce les sourcils. « Tu sais que ça va faire grincer des dents chez certains investisseurs. »« Qu'ils grincent, » répond-il calmement. « Je préfère me regarder dans un miroir que dans un tableau de bord, certains jours. » Il y a un silence, puis une voix, celle d'un des administrateurs les plus anciens, se fait entendre. « Tu as construit cette entreprise avec une vision, Gabriel. Si pour toi ça fait partie de cette vision, on te suit. La décision est votée.
à une courte majorité. Quand il ferme enfin son ordinateur, Gabriel se sent épuisé mais étrangement plus léger. L'après-midi, il se rend au marché de Noël. Il trouve le responsable municipal, discute, signe un avenant de partenariat. L'homme est ravi, soulagé. « Vous nous sauvez la saison, monsieur Morel. »« Inès. Pour nous. » Gabriel secoue la tête. « Non, je corrige juste une erreur. Et j'aimerais que la deuxième partie du budget serve à financer un atelier pour les enfants, celui d'une certaine Élise Martin. » Le responsable sourit. « Ah oui, l'atelier de décoration. Les enfants adorent. Ce sera fait. » En sortant, il se dirige vers le chalet d'Élise. Cette fois, il est ouvert, la lumière chaude intérieure tranchant avec le froid extérieur. Les enfants collent leur nez à la vitrine. Élise, penchée sur une table, relève la tête en le voyant. « Tu n'es pas censé être en réunion avec des gens très importants et très sérieux ?» demande-t-elle, un sourcil levé. « Je viens de les quitter, » répond-il. Il inspire profondément. « Je voulais te dire que j'ai fait revoter le partenariat. L'entreprise continue de financer le marché, et j'ai demandé qu'une part soit consacrée à ton atelier. Tu n'auras pas à fermer plus tôt. » Elle le regarde, sceptique. « Tu as fait ça pour te racheter une conscience ? Ou pour moi ? » ?»« Pour moi, d'abord, » répond-il honnêtement, « parce que je n'en pouvais plus d'agir comme si tout était interchangeable. Et ensuite pour toi, pour les enfants, pour Anna. Parce que je vois ce que ça représente. » Elle l'observe un moment, cherche la faille, le geste calculé. Elle n'en trouve pas. « Tu n'avais pas à le faire, » dit-elle. « Je sais, mais j'en avais besoin. » Un silence doux s'installe. « Et pour le dépôt régional ?» demande-t-elle. « Tu vas aussi corriger une erreur ?» Il sourit, un peu gêné. « Disons que je vais regarder de plus près avant de prendre une décision, en incluant dans les critères autre chose que la rentabilité immédiate. Tu évolues, monsieur le PDG, taquine-t-elle. J'essaye. » Anna et Léo accourent à ce moment-là. « Papa, maman, on peut faire une boule pour maman de là-haut ?» demande Anna. Le cœur de Gabriel manque un battement. « Bien sûr, » répond Élise, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « On va en faire une toute spéciale. » Ils s'installent tous autour de la table. Sur la boule, Anna écrit en lettres un peu tremblantes « Pour maman ». Léo ajoute un petit cœur. « On la mettra sur notre sapin ce soir », murmure Gabriel. Le soir venu, justement, la maison de ses parents est baignée par la lumière du sapin du salon. C'est la première fois, depuis 3 ans, que Gabriel accepte qu'ils en installent un. Sa mère a allumé des bougies. L'odeur du pain d'épices sort du four. « Tu es sûr de toi ?» lui a demandé son père en sortant les cartons de décoration de la cave. « Non, » a-t-il répondu. « Mais on va essayer. » Ils ont invité Élise et Léo à partager le réveillon. « Ce n'est pas trop ?» s'est inquiétée sa mère. « Non, c'est juste ce qu'il faut. » Le soir de Noël, donc, ils se retrouvent tous autour de la table. Les grands-parents, Gabriel, Anna, Élise, Léo. Les enfants rient, se disputent pour savoir qui aura la plus grosse part de bûche au chocolat. Les adultes parlent de choses simples, de l'école, du travail, de recettes. À un moment, Anna se lève avec sa boule entre les mains. « On peut la mettre maintenant ?» Gabriel se lève aussi. Ensemble, ils s'approchent du sapin. « On la met où ?» demande-t-elle. Ils regardent longuement les branches. « Là », dit-il, désignant une place au centre, à hauteur de leurs yeux. « Comme ça, on la verra tout le temps. » Anna accroche la boule avec soin. « Joyeux Noël, maman !» murmure-t-elle. Une émotion silencieuse traverse la pièce. Gabriel sent la main d'Élise effleurer la sienne. Il la regarde. « Merci, » souffle-t-il, « d'avoir insisté, de ne pas avoir lâché Anna, de ne pas m'avoir lâché complètement non plus. » Elle sourit, un peu émue.
Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Pour moi, si. Tu as rallumé des choses que je croyais mortes. Elle baisse les yeux, touche la boule du bout des doigts. Tu sais, je n'ai pas toujours aimé Noël autant que ça. Quand le père de Léo est parti, je me suis retrouvé seul avec un sapin, un enfant de 2 ans et un compte en banque à découvert. Je me sentais tellement nul. J'ai failli tout laisser tomber. Il la regarde, surpris. Qu'est-ce qui t'a fait continuer? Elle réfléchit, un sourire se dessinant au coin de ses lèvres. Léo. Il s'est réveillé le matin du 25. Il a vu le sapin allumé, du coton aux pieds pour faire la neige, 2 cadeaux emballés dans du papier récupéré. Il s'est mis à applaudir. Juste à applaudir. Et j'ai compris que pour lui, ce n'était pas la perfection qui comptait. C'était qu'on soit là, tous les deux, à faire semblant que le monde était un peu plus magique ce jour-là. Elle se tourne vers lui. Depuis, Noël pour moi, c'est ça, l'effort qu'on fait pour se rappeler qu'on est encore vivant, malgré tout. Gabriel avale difficilement sa salive. Et tu crois que je peux apprendre ça? Bien sûr, répond-elle. On apprend tout. Parfois, à 2, c'est plus simple. Ils restent ainsi un moment, côte à côte, à regarder les lumières du sapin se refléter dans la boule pour maman. Plus tard, quand les enfants sont couchés, les grands-parents endormis dans le canapé devant un vieux film, Gabriel et Élise se retrouvent seuls dans la cuisine à ranger les assiettes. « Tu sais, dit-il en essuyant un verre, je ne suis pas guéri. Je ne crois pas qu'on soit un jour complètement réparé. Moi non plus, répond-elle. Je ne crois pas aux gens tout neufs. Je crois aux gens qui ont des cicatrices et qui décident quand même d'aimer. Il la regarde, touché par la simplicité de ses mots. J'ai peur, Élise. Peur de tout gâcher. Peur de ne pas être à la hauteur. Pour Anna, pour toi. Elle pose l'assiette, s'appuie contre le plan de travail. Tu as le droit d'avoir peur. Moi aussi, j'ai peur. Mais on peut avancer avec la peur à côté, pas forcément devant. Un silence, où on entend seulement le tic-tac de l'horloge. Je ne te promets pas un conte de fées, ajoute TL. Léo fait encore des cauchemars parfois. Je me réveille la nuit en me demandant si je n'ai pas fait un mauvais choix. Tu travailles beaucoup, tu as des responsabilités. Tu vas parfois être ailleurs avec ta tête. Mais si on est honnête, si on parle, si on laisse nos enfants au centre, alors, être qu'on peut se construire quelque chose de beau. Pas parfait, juste, vrai. Il s'approche, doucement, comme on s'approche d'une flamme qu'on ne veut pas brusquer. J'aimerais essayer, avec toi, avec Léo, avec Anna. Elle sourit, les yeux brillants. Alors, on essaie. Leurs mains se rejoignent, simplement. Pas de baiser dramatique sous le gui, pas de musique qui enfle soudain. Juste 2 adultes un peu cabossés qui se tiennent la main dans une cuisine, un soir de Noël, en sentant qu'un chemin s'ouvre devant eux. Plus tard encore, dans la chambre d'Anna, Gabrielle l'aborde. Elle tient son doudou contre elle, les yeux à moitié fermés. « Papa ? Oui, c'était bien, aujourd'hui. J'ai pas eu mal tout le temps, juste un peu, mais j'ai eu chaud au cœur aussi. » Il sourit, la gorge serrée, moi aussi ma puce. « Tu crois que maman, elle a vu notre boule ?» Il réfléchit. « Je ne sais pas comment ça marche, là-haut. Mais si elle peut voir quelque chose, je pense qu'elle a vu ton sourire. Et elle doit être très fière de toi. » Anna laisse ses paupières se fermer complètement. « Je crois que tu n'aimes plus Noël 0%, papa, » murmure-t-elle, à moitié endormie. « Ah bon? Et tu dirais combien ?» Elle réfléchit, déjà happée par le sommeil. « Peut être 50%. » Il rit, silencieusement. « On verra l'année prochaine pour la suite, d'accord ?» Elle ne répond plus. Gabriel reste un moment à la regarder dormir. Puis il se lève, referme doucement la porte. Dans le couloir,
Il aperçoit Élise qui passe la tête par la chambre de Léo. Ils échangent un sourire. Dans le salon, les lumières du sapin continuent de scintiller, se reflétant dans la boule pour maman au milieu des autres. Non, Gabriel n'aime pas encore Noël de tout son cœur. Mais quelque chose s'est remis à vivre en lui. Et cette année-là, il se dit qu'il y a peu, être pire chose, au monde, que de laisser une femme qui aime Noël lui apprendre, pas à le faire revivre.